Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le président Patrice Talon a reçu en audience ce matin au Palais de la Marina son prédécesseur Thomas Boniayi. Les deux hommes ont abordé plusieurs dossiers relatifs à la consolidation de la paix au Bénin. Le chef de l'État a également tenu une rencontre hier avec les élus locaux et les préfets. Au menu des échanges, les réformes entreprises dans le cadre de la gouvernance décentralisée. Et puis au Soudan, les autorités affirment avoir déjoué une tentative de coup de force mardi à l'aube. Un groupe de soldats aurait tenté de prendre le contrôle de plusieurs institutions. Bienvenue à toutes et à tous. L'ancien président Boniayi a été reçu ce matin au Palais de la Marina par Patrice Talon. La rencontre entre les deux hommes va permettre de régler leurs différends personnels et de travailler pour la pacification du pays. C'est un honneur pour moi, un grand plaisir de vous revoir, de vous retrouver, de vous saluer en bonne forme. Je vous en grâce, vous soyez en bonne santé. Je suis tout ému. Merci. Merci pour l'initiative, merci pour votre attention. Je l'attendais depuis fort longtemps. Et tout Béninois tout entier. Les Béninois dans les directions de l'extérieur attendaient ce moment-là. De nous voir ensemble, de nous voir ici, là où vous avez consacré tant de temps, tant d'énergie de votre vie au service de la nation béninoise. Vous comprenez donc quelle est mon émotion, quelle est ma fierté de vous recevoir ici et de donner également à notre terrain ce message qui est que ceux qui, nous-mêmes d'ailleurs, comme tous concitoyens et ceux qui ont eu à consacrer du temps à cette nation, ont besoin, tant qu'ils ont la grâce de vie, de santé, de pouvoir se parler, de se conseils, pour que cette nation qui, depuis longtemps, a donné la preuve de son unité, continue de croire en cela et de voir en nous des artisans de cette unité, de cette constitution. Merci. Merci beaucoup. Là, j'ai pu comprendre que c'était vraiment la mission. À cause de la distanciation. On respecte les bonnes distances. Surtout, on s'est tous bâtis. Oui. Hein? Vous l'avez fait, ce président? En 2011. Ah oui. Mais on ne peut pas en faire la troisième dose. On va faire bientôt, c'est possible. Vous donnez le bon exemple. Vous donnez le bon exemple. Mais ça, dans le village, à certaines communes. Agenda chargé pour le chef de l'État ce matin après sa rencontre avec l'ancien chef de l'État, Boniayi. Le président de la République, Patrice Talon, a présidé à la prestation de serment des deux membres restants du Conseil électoral, Laurentine Adossou-Davo pour le compte de la présidence de la République et François Abiola pour le compte de la minorité parlementaire. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Un séminaire national a réuni hier au Palais des Congrès à Cotonou les maires et leurs adjoints, les préfets des départements et le chef de l'État. Les échanges ont porté sur les réformes envisagées dans le cadre de la refonte du secteur de la décentralisation. Cette réforme intègre, entre autres, une nouvelle catégorisation des communes avec la création d'une fonction de secrétaire exécutif de commune, ordonnateur du budget communal, la clarification des nouvelles prérogatives du maire, des agents au maire, la clarification des liens de collaboration entre le maire et le secrétaire exécutif. Le ministre d'État chargé du développement fait le point de la séance. On l'écoute. Au cours de nos travaux, j'ai noté des échanges assez édifiants sur divers points que je veux rappeler. Premièrement, la redistribution des rôles entre les différents organes de gestion des communes. La composition des organes de gestion, le mandat du secrétaire exécutif, le profil et le niveau du secrétaire administratif d'arrondissement, la gestion des effectifs existants au profil inadapté, les profils de nomination et les procédures de nomination des personnes responsables, notamment des secrétaires exécutifs. Il est bien évident que chacune des contributions
qui relèvent des plus pertinentes seront prises en compte sans remettre en cause les principes directeurs de cette réforme. J'ai noté tout à l'heure, dans la présentation, dans la conclusion du président de la NCB, que bientôt, dans quelques jours, ils pourront faire parvenir quelques réflexions et nous sommes prêts à les prendre en considération. J'ai noté surtout l'engagement historique que les maires prennent aujourd'hui de s'inscrire dans cette dynamique. Et je veux remercier surtout le président de la République pour les engagements qu'il vient de prendre d'améliorer les conditions d'exercice de leurs fonctions par les maires, leurs adjoints et même les conseillers économiques, les conseillers dans les arrondissements. Je veux donc inviter tous, et surtout les maires, les élus communaux, à propager la bonne nouvelle et à nous impliquer dans l'adoption de cette réforme et dans sa mise en œuvre. Et puis, après le point de la séance entre le chef de l'État, les maires, leurs adjoints et les préfets, certains maires ont exprimé des inquiétudes et doutes relatifs à certains points de la réforme structurelle de la décentralisation. Le président de la République en a profité pour préciser la pertinence des réformes et rassurer les maires. Écoutons un extrait des inquiétudes du maire de Kouamassé, Messan Kenam, suivi de la réponse du chef de l'État. Si vous enlevez le budget, vous avez vidé le maire qui est un organe aussi de son contenu. Parce qu'on va dire au village, mais lui, il n'a plus rien. Le maire de Kouamassé a dit ce que tout le monde pense. Puisque quand il a parlé, beaucoup ont applaudi dans la salle. C'est un cri de cœur légitime. J'ai fait campagne, présenté un projet de société, j'ai été élu. Je vais mettre en œuvre ma vision, ma politique. Et puis, on me retire le budget. On dit que c'est quelqu'un d'autre qui va exercer, qui sera ordonnateur du budget. Laissez-nous notre budget. Mais ce cri de cœur justifie la pertinence de la réforme. Parce qu'il a dit ça, où est-ce qu'il est, monsieur le maire de Kouamassé? Parce que vous avez dit ça là. Aujourd'hui, ça prouve qu'avant de quitter ici, il faut qu'on valide. Ah oui. Moi, ça m'a beaucoup plu quand il a dit ça. Oh, j'étais satisfait et dit, voilà, on a touché du doigt le problème. On a mis le doigt sur ce qu'il faut faire. Monsieur le maire, moi, j'ai été élu, la deuxième fois, élu président de la République. J'ai jamais été tenté de changer la Constitution pour devenir ordonnateur. Je ne suis pas ordonnateur du budget national. Ce n'est pas moi qui signe les chèques. Le ministre des Finances est mon chef en matière de budget, d'exécution de budget, en matière de ressources financières. Le ministre des Finances, c'est mon chef. C'est parce que c'est comme ça. Et aujourd'hui, nous avons choisi de vivre selon les règles modernes de gestion qui ont fait leur preuve et qui font que nous voulons nous développer comme le monde entier aujourd'hui. Ces règles modernes de gestion requièrent qu'il ne faut pas laisser tous les pouvoirs dans les mains d'une même personne. Autre information dans cette édition, la deuxième session ordinaire de l'année 2021 de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication s'est ouverte hier au siège de l'institution. Pendant 4 mois, les autorités en charge de la régulation de la presse au Bénin feront le point des activités menées. Dorcas Sarangan était à la cérémonie officielle. Cette cérémonie, présidée par le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, Rémi Prosper Moretti, a rassemblé les conseillers de la RAC ainsi que les directeurs de plusieurs organes de presse. Selon le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, les demandes d'agrément introduites à la RAC et bien d'autres dossiers seront examinés lors de cette session ordinaire. Au cours de la session qui commence aujourd'hui, nous poursuivrons nos travaux d'attribution de nouvelles fréquences
pour l'installation des radiodiffusions privées. Nous examinerons aussi les bulletins numéro 2 des casiers judiciaires et les enquêtes de molarité obtenues de nos juridictions pour l'attribution des autorisations aux requérants à l'exploitation des sites Internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinée au public. Au cours de cette même section, le dossier des demandes d'agrément ou d'homologation des décodeurs TNT et autres équipements terminaux seront évoqués. Au cours de cette section, nous revisiterons également nos décisions relatives à la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin, en revoyant surtout la périodicité de parution de cette liste. Nous nous pencherons aussi sur la question du temps à mettre en œuvre pour la délivrance de la carte de presse aux journalistes, en attendant que notre projet d'automatisation de cette carte de presse devienne une réalité. Madame et Messieurs les présidents des associations faîtières de la presse. Dans son discours d'ouverture, le président de la HAC a exhorté ses pairs à plus de respect des mesures barrières contre la pandémie de la COVID-19. Il importe que nous nous vaccinions pour nous protéger et protéger nos collègues et collaborateurs. Désormais, la participation à nos travaux, nos réunions, nos commissions permanentes ou temporaires et aux missions est subordonnée à la présentation d'un carnet de vaccination contre la COVID-19. Rémi Prosper Moretti a aussi invité les uns et les autres à bannir la calomnie, la diffamation et autres actes similaires de leur métier pour l'efficacité dans le rendement. L'atelier régional sur le pilotage de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a démarré ce mardi. Les travaux réunissent des participants de 4 pays, dont le Bénin. Frédéric Espoir Mambou pour le compte rendu. Le Niger, la Gambie, la Turquie et le Bénin sont les pays concernés par cet atelier. Un atelier soutenu par la coopération économique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique COMSEC. Une formation qui se veut l'œuvre du projet de pilote de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans les pays de l'Organisation de la coopération islamique. Hyacinthe Moncho est le point focal COMSEC. Il nous éclaire sur le projet. Ce projet comprend 2 activités. Un voyage d'études en Gambie pour le partage d'expériences et de bonnes pratiques organisées en août dernier au profit des principaux acteurs en charge du pilotage de TFP au Bénin et la présente formation régionale qui regroupe en 2 jours les experts du Bénin, du Niger, de la Gambie et de la Turquie. Cet atelier vise le renforcement de capacités des acteurs des pays concernés, ceci dans l'objectif d'améliorer leur gouvernance du système. C'est Ayouba Garba, le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire, qui a lancé les travaux. Il a appelé l'attention des participants. La présente session de formation se veut être un cadre d'échange et de partage des meilleures pratiques et de développement d'un réseau de partage de connaissances et d'expériences. Je voudrais donc vous exhorter à y prendre part activement en vue de l'atteinte des objectifs qui sont fixés. Pour Marcelin Hillé, coordonnateur COMSEC, une telle expérience qui tire vers sa fin mérite d'être poursuivie. C'est d'ailleurs pourquoi ces mots résonnent ici comme un plaidoyer. Cette expérience que nous sommes en train de démarrer ne puisse pas s'arrêter à cette étape qui semble être la dernière par rapport à cette activité
que nous avons commencé depuis environ un mois, pour que ça soit pour nous l'occasion d'acter la coopération Sud-Sud pour ce qui concerne le Niger, la Gambie et le Bénin, pour effectivement aller vers cette thématique commune à nos pays, c'est-à-dire comment faire pour insérer nos jeunes dans le tissu économique avec un emploi décent. Cet atelier est prévu pour durer 2 jours. Dans le cadre de la première session des négociations syndicat-gouvernement, eh bien, cette session qui s'est ouverte il y a quelques jours, les deux parties ont déjà eu 2 journées d'échange sur les 4 prévus au cours de ces échanges. Plusieurs points ont été abordés. Anselme Amonsou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin-CSA Bénin, nous parle des principales conclusions issues des travaux. On l'écoute. Nous avons surtout évoqué comme focus la question des aspirants au métier d'enseignant. Cette catégorie d'enseignants qui aujourd'hui se trouve en situation difficile. Et nous avons demandé au gouvernement de revoir le contrat proposé à ses camarades, donc tout au moins un contrat de 2 ans ou le contrat d'1 an au moins, au lieu des 9 mois habituels aujourd'hui, pour qu'on cesse de les regarder comme des enseignants entièrement à part, alors qu'ils apportent beaucoup au système éducatif. Nous avons beaucoup insisté là-dessus et donc le seul engagement que le gouvernement a pris, c'est d'examiner nos doléances par rapport à l'extension du contrat à 12 mois et de regarder comment concrétiser l'engagement qui avait été pris quant à leur couverture sociale par la CNSS. Nous avons également comme deuxième focus beaucoup parlé de la pandémie actuelle et de son implication sur la rentrée scolaire. Nous sommes dans une période d'explosion des cas de Covid avec de nouvelles variantes et le ministre de la Santé a été interpellé par les syndicats. Il a donné un certain nombre d'explications sur les mesures qui sont prises par rapport à nos enfants, par rapport au personnel enseignant. Et vous savez très bien que le gouvernement a recommandé la vaccination. Ça a été l'occasion pour les syndicats d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le pass vaccinal ne devrait pas être la norme. Et la deuxième journée, la semaine dernière, nous avons abordé les revendications proprement dites des travailleurs. Et nous, de ce point de vue, on a pu parcourir le document qui fait la synthèse des revendications au niveau de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur et du ministère de la Santé. Et nous allons aborder cette semaine, si tout va bien, les autres ministères et espérer que ce que nous demandons, le minimum que nous demandons, va être apporté par le gouvernement pour nous permettre d'aller de l'avant. Je voudrais insister sur quelque chose rapidement. Je pense que nous devons sortir la grande commission de négociation de ce folklorisme qui consiste donc à faire l'énumération des revendications, à avoir des débats là-dessus, à avoir des positions tranchées la plupart du temps de la part des 2 acteurs. Les syndicats sont là pour dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Le gouvernement dit je ne peux pas faire ou bien je vais réfléchir pour vous. Et finalement, on n'a pas souvent le retour qu'il faut, le retour positif qu'il faut. Et l'actualité sur le continent au Soudan, les autorités affirment avoir déjoué une tentative de coup de force ce mardi. Alors, un groupe de soldats aurait tenté de prendre le contrôle de plusieurs institutions. Les autorités soudanaises attribuent ce coup de force manqué aux partisans de l'ancien président Omar el-Béchir, mais le gouvernement de transition affirme que la situation est sous contrôle. Reportage. Ce sont les rares images d'un putsch avorté, discrètement tourné par un automobiliste soudanais. La capitale de son pays, Khartoum, et la ville d'Omdurman, sur l'autre rive du Nil, ont été le théâtre d'une tentative de coup d'État militaire. Mais les autorités au pouvoir depuis le renversement d'Omar el-Béchir ont maîtrisé les auteurs de cette action. Ils les présentent comme des partisans de l'ancien président. Ce qui s'est passé, c'est un coup d'État orchestré par des partis à l'intérieur et à l'extérieur des forces armées. Ce sont des éléments liés à l'ancien pouvoir qui tentent de faire avorter la transition démocratique civile. Les putschistes se seraient emparés des médias d'État que les troupes loyalistes disent avoir reprises. Le ministre de l'Information a évoqué 11 officiers, plusieurs soldats et civils soudanais à l'origine de ce coup.
Omar El-Béchir, destitué il y a 2 ans à la suite d'une mobilisation populaire, est resté à la tête du pays durant 30 ans. Il est actuellement jugé à Khartoum pour un précédent putsch qui lui avait permis d'accéder au pouvoir. Il est également accusé par la Cour pénale internationale de génocide et de crimes contre l'humanité durant ses différents mandats. Aujourd'hui, les habitants du pays se focalisent sur les difficultés économiques qu'aucun changement politique ne semble parvenir à résoudre. Regardez la situation économique du pays, l'effondrement actuel et le chaos sécuritaire. Voir quelqu'un annoncer la prise de contrôle du pays au nom d'une tribu alors que le gouvernement n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit pousse le citoyen à s'attendre à ce qu'il se passe n'importe quoi. Différents membres du gouvernement de transition civile et militaire qui dirigent désormais le pays ont appelé à s'unir et à protéger la transition démocratique. Le militaire qui tient la présidence de l'organisme de transition demande à l'armée de rester dans son rôle. Ces forces sont celles qui protègent le pays. Ces forces sont celles qui protègent le changement. Et ce sont elles qui mènent ce changement. Personne d'autre ne mène ce changement et nous remettons ce pays à la volonté du peuple, à des élections libres, équitables, dans lesquelles le peuple choisira la personne qui gouvernera. Le gouvernement actuel, parvenu à un accord avec les groupes rebelles, a promis de rendre le pouvoir en 2023 à une équipe composée à 100% de civils. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À demain.